Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire régional sur les déchets issus des médicaments, donc les DIMED. Nous attendons à peu près une cinquantaine de participants. Vous en êtes pas loin. Donc, on va sans plus tarder commencer. Je vais vous présenter un petit diaporama d'introduction que je vais ouvrir. Oui, alors vous avez le chat qui est activé. Bonjour. Le chat est activé. N'hésitez pas. Dans un second temps, je devrais pouvoir activer les micros. Donc, dans un second temps, je vais vous expliquer rapidement le déroulé de ce matin, de cette petite première heure. Excusez-moi, je vais très vite. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire donc une rapide introduction, puis je vais donner la parole au docteur Cindy Bourne du CH Ducré, qui est donc pharmacien adhérent au club pharma du C2DS, avec qui du coup l'étude a été, qui a été dans le groupe initiateur de ce projet d'étude. Puis, au niveau méthodologique, retravailler avec le réseau Médit dans un second temps. Elle vous fera l'introduction et la présentation sur les enjeux et le contexte de l'étude en vous présentant aussi le club pharma du C2DS. Dans la seconde partie, on aura un partage d'expérience de la part des HCL qui a du coup fait un travail sur les DIMED au niveau du site de René Sabran dans un premier temps et qui a déjà lancé une étude qui s'appelle GasPIMED sur les hospices, donc une étude multisite cette fois-ci. Donc, il nous permettra de présenter à la fois la démarche, l'origine de la démarche et les premiers résultats préliminaires, en tout cas sur le site de René Sabran. Et la deuxième partie de ce webinaire et en dernière partie, on vous présentera l'étude du réseau Médit et du C2DS qui s'appelle Médicaments à l'hôpital, pourquoi et combien on jette. Donc, on vous présentera la méthodologie avec une présentation avec l'appui de Cindy sur le remplissage du fichier Excel, sur la présentation des outils associés à cette étude. Donc, sans transition, je donne la parole à Cindy pour l'introduction. Bonjour à tous. L'OMS classe différents types de déchets à l'hôpital que vous connaissez, les déchets infectieux, les déchets anatomiques, les piquants, tranchants, coupants, chimiques, déchets radioactifs, et ce qui va nous intéresser, nous, ça va être les déchets pharmaceutiques et cytotoxiques. Pardon. Du coup, les déchets issus des médicaments qu'on nomme les DIMED, il y a un guide pratique de la DGS de 2016 qui reprend en détail ce qu'on entend dans les DIMED parce que ça va du matériel pour administrer les médicaments, les emballages, les notices, est-ce qu'ils sont en essai clinique, en cyto, etc. Donc, si on prend le haut du schéma avec établissement avec PUI qui nous intéresse, on a les filières classiques, voilà, la notice est dans la filière carton, recyclage, mais on va prendre les médicaments donc hors cyto dans cette étude, on enlève les cytotoxiques et on arrive dans la filière qui est écrite en rouge, filière d'IMED hors cyto. À noter que les pharmacies d'officine, pour eux, ça correspond à la filière Cyclamed. Donc, pour l'hôpital, ça n'existe pas. Les DIMED sont à la charge de l'établissement, sous la responsabilité de l'établissement. Les enjeux actuels, ils sont environnementaux, ne pas polluer les sols. Justement, le guide indique que les 10 mètres doivent être incinérés et non enfouis. Du coup, par praticité, souvent, les établissements les mettent dans les dasseries, mais c'est pas forcément dasserie, c'est incinération. Une filière cyclamède de type officine à l'hôpital, ça serait une perspective. Au niveau sociétal, réduire le gaspillage, médicaments jetés non utilisés, redonner du sens. En contexte difficulté d'approvisionnement, quand on voit les volumes qu'on jette, ça forcément, ça nous heurte. Environnemental et économique, réduire les volumes, réduire la consommation de médicaments globale. L'origine
de l'étude, en fait, ça part d'une réflexion. Donc, le C2DS, c'est le Comité de développement durable en santé, qui a des clubs métiers. Il y a notamment un club pharma, donc avec des professionnels, des pharmaciens hospitaliers qui se réunissent régulièrement pour partager leurs réflexions. Et depuis 2022, on échange sur les tri des 10 mètres dans nos PUI, est-ce qu'on recycle le verre, les poches, enfin on échange sur vraiment du concret. Et le C2DS a travaillé avec Action Convergence Infirmier pour aboutir à une action choc en 2024 qui s'est appelée Balance ton gaspille. C'est un sujet qui a été relayé dans les médias, une action choc, où les infirmiers libéraux voulaient démontrer le gaspillage. Et donc, il y a 12 cabinets pendant un mois qui ont récolté et puis qui sont allés faire des actions choc pour donner un ordre de grandeur et marquer les esprits. Ils ont extrapolé au gaspillage par mois, par an, et ça donne des chiffres en fait qui sont impactants. En termes de gaspillage chez les patients, on pourrait retrouver 123 millions d'euros par mois, soit 1476 milliards par an, si on extrapole à tous les cabinets infirmiers avec une moyenne de 37 patients par jour. Du coup, ça a été quand même assez relayé. La CNAM, la Cour des comptes se sont emparés du sujet. Et nous, en Club Pharma, on a dit, mais nous aussi, on constate le gaspillage. Nous aussi, on veut savoir pourquoi on jette et combien on jette. Donc, l'idée de recenser les 10 mètres à la PUI sur un petit groupe. Et puis après, bah, en effet, relayé par les Omédites. Et on arrive à l'enquête qui vous est proposée aujourd'hui. Merci Cindy pour cette introduction. Je vous l'ai mis dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à lever la main. On pourra vous donner la parole, hein. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment d'être dans le pratique et dans la deuxième partie sur l'aspect étude, de vraiment vous projeter sur la mise en œuvre. Donc, ça se veut vraiment pas forcément descendant sur la seconde partie. Il y a vraiment une phase d'échange. Afin d'illustrer vraiment les objectifs, pourquoi se lancer, comment se lancer et comment aller dans l'étude pour quel profil de résultat, je vais donner la parole du coup à Évariste Delande, pharmacien des HCL sur le site de René Sabran, qui va vous présenter la première étude qu'ils ont présentée à l'EAHP, dont les résultats ont été présentés à l'EAHP en 2024. Et la seconde étude qu'ils ont lancée sur l'ensemble des sites des HCL et pour lequel René Sabran était site pilote, qui s'appelle Gaspimed. Évariste, je te donne la parole et j'arrête mon partage pour que tu puisses prendre la main. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager la petite présentation que j'ai fait rapidement ce matin. Hop là. Tac. Donc, ah, donc le contexte pour notre hôpital René Sabran, donc qui est un des groupements des hospices civils de Lyon. Après Covid, on s'est posé la question, un petit peu comme tout le monde, des déchets issus du médicament et du gaspillage médicamenteux sur les établissements. Et donc, on a fait une étude qui a démarré à peu près en 2022, qui a été présentée sous forme d'un poster à l'EHP 2024, qui était en fait d'identifier et de quantifier les déchets issus de médicaments. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette étude? Parce qu'on s'est rendu compte sur notre groupement que nos déchets issus des médicaments qui étaient jetés en déchets assimilés aux soins dans les poubelles noires étaient non incinérées. Elles étaient enfouies parce que l'incinérateur n'était pas en capacité de prendre nos déchets d'activité de soins. Et donc, du coup, il a fallu trouver une filière de destruction qui permettait d'incinérer les médicaments comme le stipulent les recommandations. Du coup, je vous présente vite fait l'étude qui a été présentée, hein, donc sous forme de poster. Donc, c'est une étude qu'on a menée en développant des poubelles spécifiques pour la destruction des médicaments, poubelles qui utilisent la filière DRCT. Je ne sais pas si je suis toujours connecté. C'est tout bon, on t'entend bien Si et tu c'est es tout bon, toujours connecté. pardon, Oui. parce que j'ai entendu un bruit bizarre. C'est Donc, du coup, Sophie on a qui se développé connecte. une filière de déchets
pour les médicaments, dans lesquels les services devaient jeter tout ce qui avait été en contact avec le médicament dans ces poubelles qui utilisent la filière DRCT, déchets à risque chimique et toxique. Et donc, au travers du déploiement de cette nouvelle filière, on est allé un petit peu voir qu'est-ce qui a été jeté dans les services. Et donc, on s'est focalisé dans les différents services de notre établissement, donc services de SSR essentiellement, de neurologie avec des blessés médulaires, gériatrie pour de l'orthogériatrie essentiellement, pneumologie avec un centre de mucoviscidose et des soins de suite de greffe pulmonaire, et un service de chirurgie orthopédique. Et donc, avec pour chaque service des durées moyennes de séjour différentes, des moyens de dispensation des médicaments différents et un nombre de références dans les armoires de services différents en fonction des spécificités de chaque service. Et donc, du coup, ce dont on s'est rendu compte dans les résultats, c'est globalement, donc là, vous voyez une petite photo à gauche de l'ensemble des bacs qui étaient remplis de médicaments dans lesquels vous pouvez voir les différents types de médicaments qui étaient jetés, utilisés ou non, hein. L'idée, c'était vraiment d'aller chercher les dispositifs issus des médicaments. On s'est rendu compte déjà, en termes de qualité, que les bacs n'étaient pas complètement remplis. Ça, c'était lié au fait que les infirmiers, en fait, au bout d'un moment, les bacs étaient quand même relativement lourds, donc difficilement transposables. On a ensuite évalué pour chaque service, donc neurologie, pneumologie, chirurgie orthopédique et gériatrie, la quantité le volume de déchets issus du médicament qui étaient détruits tous les ans pour un service ou par lit, et ce qui nous a permis d'identifier, notamment ici pour la gériatrie, un volume assez faible rapporté au nombre de lits de patients. Et en allant creuser, on s'est rendu compte que les infirmiers ne jetaient pas les médicaments pleins, ils jetaient que les dispositifs qui avaient été en contact avec le médicament, ce qui nous a permis de rattraper, le fait qu'on jette les médicaments plein dans les poubelles de déchets assimilés aux soins. Et on est allé du coup sur un échantillon de bacs, trier les différents types de déchets dans ces bacs pour essayer de voir qu'est-ce qui a été détruit en majorité. Et donc on voit qu'en fonction des services, les services ne détruisent pas tous les mêmes types de déchets, notamment dans l'activité de la mucoviscidose, on détruisait beaucoup de médicaments liés aux perfusions d'antibiotiques. Dans les services de neurologie, plutôt des médicaments liés aux solutions buvables et aux sachets buvables. Et on avait aussi, pardon, désolé, j'en ai pas parlé, on avait aussi le relevé des déchets au sein de la pharmacie. Donc tout ce qui concernait essentiellement nos périmés à la pharmacie, puisque forcément, nous, on n'utilisait pas les médicaments. C'est logique. Donc là, c'est juste pour avoir une idée des volumes et des poids par kilo détruits tous les ans. Et donc, du coup, en conclusion, on s'est rendu compte que chaque service avait un petit peu son type de déchets en fonction des spécificités de service, hein, comme je l'ai dit, neurologie plutôt pour les sachets buvables, pneumologie et mucoviscidose plutôt les antibiotiques. Et donc, du coup, au sujet des antibiotiques, on a commencé à se pencher sur la question de est-ce que il serait pas intéressant de réduire un petit peu les perfusions et plutôt passer sur des antibiotiques péros quand cela est possible, qui ont un moins grand impact. On s'est rendu compte aussi qu'on remplissait pas complètement les bacs, et donc du coup, au niveau des économies à faire possibles, essayer de transmettre l'information de plus remplir les bacs, parce on paye au bac et pas au poids la récupération de notre déchet. On s'est rendu compte aussi au travers de ça qu'il y avait des infirmiers, enfin, bon, ça c'est un peu la pratique, mais on oubliait des fois de rendre les patients au traitement, et donc tout de suite ça a représenté beaucoup de médicaments détruits. Le fait que les patients arrivent à l'hôpital avec leur traitement et qu'on oublie de le rendre à la sortie. Voilà, donc ça c'était pour l'étude des DIMED. Et donc suite à cette étude sur les DIMED, on s'est rendu compte donc, qu'on gaspillait un petit peu de médicaments, même plutôt pas mal, au travers des périmés, au travers des médicaments non rendus aux patients, que ce soit dans les unités de soins ou à la pharmacie. Il ne faut pas penser qu'on gaspille du médicament que à la pharmacie. Et donc, du coup, on a entamé de mettre en place une étude qu'on a appelée GaspiMed, avec une étude pilote sur mon établissement, et après développée en 2024, enfin courant 2024 sur l'ensemble des hospices civils de Lyon,
avec du coup des données qui sont en cours de finalisation. Donc on n'a pas encore que les données, mais je peux vous montrer les données de René Sabran. Donc le contexte, eh ben, voilà, je rappelle les définitions sur les 10 mètres déchets issus des médicaments. Et au travers de cette étude, on est allé voir un petit peu les médicaments qui étaient non utilisés pour différentes causes qui sont listées ici, des problèmes de périmé, de traitement personnel non rendu, ou alors des retours de services qui étaient non réutilisables ou non réintégrables dans les robots, et donc qui étaient détruits soit dans les services, soit à la pharmacie. Et donc, il nous a paru intéressant d'aller voir dans les deux endroits qu'est-ce qui était gaspillé en type de médicaments. Donc, juste un rappel sur les données Cyclamel, 8500 tonnes de médicaments utilisés en 2023, ce qui représente environ 2 boîtes par an et par habitant. Les problématiques qu'on avait rencontrées en établissement de santé, c'est qu'on n'avait pas de filière spécifique de destruction. Et donc, du coup, on était un petit peu aveugle, difficile de savoir ce qu'on détruisait. Et donc, du coup, pas de données au sein des établissements sur le gaspillage. Donc, l'objectif, c'est de faire un état des lieux sur ce gaspillage. La méthodologie, en fait, la façon dont ça s'est mis en place, on a, du coup, sur notre établissement, sélectionné deux services pilotes, nos deux services de pneumologie, dans lesquels on a mis en place une filière spécifique pour les médicaments non utilisés. Également à la pharmacie pour séquestrer ces médicaments non utilisés avant qu'ils partent à la destruction. Et ensuite, on a récupéré tous ces médicaments non utilisés, on les a identifiés et identifié les causes de destruction en comptant le nombre d'unités détruites par forme galénique. On a ensuite décrit les unités de soins, savoir quel type d'unité c'était, est-ce qu'on avait des préparateurs dans les services, est-ce qu'il y avait des armoires sécurisées ou non, le nombre de lits de chaque service, le typologie de service, la durée moyenne de séjour, et également la description du fonctionnement de la PUI. Est-ce que c'est une dispensation globale, une dispensation nominative, est-ce qu'il y a ou non des robots de dispensation, et également la durée de recueil des données, sur combien de temps on a fait le recueil. Au niveau de la méthodologie également, les données qui ont été recueillies lors de l'étude, donc les quantités de médicaments non utilisés qui étaient détruits, donc soit en kilos et ou en unités de dose. La typologie des médicaments non utilisés, est-ce que c'était des médicaments unidoses, des médicaments multidoses, quelle était la forme galénique de ces médicaments. On a estimé le coût de ces menus liés aux données qu'on avait dans nos logiciels sur les péremptions, sur les médicaments périmés à l'hôpital, à la pharmacie, et du coup qu'on a extrapolé par rapport au nombre d'unités qu'on détruisait. Et ensuite, les causes de destruction, périmées, cassées, détériorées, entamées, non identifiables, non stockables, mal conservées, traitement patient en livret. Et on a laissé la possibilité pour les autres groupements de décrire d'autres causes de destruction qui auraient été non identifiées, parce qu'on a tous des moyens de dispensation et de retour des médicaments un peu différents. Donc là, c'est un petit peu les premiers chiffres qu'on a sortis avec une estimation sur un an sur René Sabran, donc l'établissement pilote qui est fait de 200 lits. Et donc, on estime à peu près un an à avoir détruit 35 000 unités de médicaments qui auraient pu être utilisés, en partie qui sont liées aux péremptions qu'on peut retrouver soit à la pharmacie, soit dans les unités de soins, à hauteur d'à peu près 50-50, un petit peu plus même d'ailleurs dans les unités de soins, on est à peu près de l'ordre des 55-60% de péremption dans les unités, et l'autre partie à la pharmacie. Et 15 000 unités de doses qui étaient liées au traitement non rendu aux patients à leur sortie, et que du coup, on ne pouvait pas réinjecter dans le circuit et qui ont fini à la destruction. La globalité de ça, en tout cas, si on prend que les données des périmés, que si on prend les 18 000 unités de doses périmées au sein de l'établissement, on estime du coup le coût annuel à peu près 25 000 euros par an, ce qui représente environ 3% de nos dépenses annuelles en médicaments, ce qui est quand même un certain montant. Et si on évalue le gaspillage, on va dire en CO2, si on prend en fonction du facteur d'émission qu'on prend, si on prend le facteur d'émission monétaire, on était environ à 12 tonnes de médicaments. Si on prend un facteur monétaire moyen par forme galénique, on était plutôt aux alentours des 4 tonnes de CO2 produits pour CMU.
Et donc, du coup, quelques pistes d'amélioration. Donc, un gros projet sur les hospices civils de Lyon de robotiser le circuit du médicament avec la mise en place de robots de préparation de doses à administrer pour faire les piliers, ce qui permettrait de réduire les commandes des services et donc de réduire les surstocks dans les services, possiblement réduire les retours des services, avoir des doses unitaires qui sont correctement identifiées et de manière à pouvoir correctement les réintégrer dans nos robots ou dans nos rayons. Et avec du coup cette possibilité de dose unitaire, la possibilité de faire des échanges entre groupements au travers d'une plateforme et pouvoir discuter avec certains pharmaciens des autres CHU, la possibilité, pourquoi pas, de créer une plateforme GCS Aura pour s'échanger des médicaments qui tournent peu et qui restent périmés sur nos rayons. Également l'optimisation des outils de gestion de stock pour essayer d'intégrer la gestion de stock dans les unités de soins et essayer d'aller chercher quelles sont les unités qui vont arriver à péremption dans les unités de soins. Mais bon, ça, pour l'instant, on n'a pas encore les outils pour le faire. Et donc, essayer d'analyser un petit peu plus finement les médicaments qui périment et essayer de faire une un peu meilleure rotation des stocks de médicaments périmés. Ensuite, d'autres points d'amélioration, donc, c'est faire de la sensibilisation et rappeler au service qu'il est important de retourner le traitement au patient avant son départ s'il n'y a pas de modification. Et en cas de modification, eh ben, l'idée serait d'essayer de voir au travers de la réglementation comment il serait possible de redonner une seconde vie au traitement que les patients ne prennent plus et dont ils n'en ont plus besoin. Comment améliorer la gestion des multidoses? Parce qu'on remarquait qu'on avait pas mal de traitements multidoses qui finissaient jetés. Et donc, du coup, ça serait de donner les traitements multidoses à la sortie du patient en fonction de sa prescription, mais également d'utiliser certains traitements multidoses à l'arrivée du patient. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui est en cours de réflexion aux Hospices civils de Lyon. Donc, bien sûr, sensibiliser le personnel sur le retour des médicaments à la PUI pour essayer d'avoir de moins en moins de produits détériorés, mal conservés et améliorer le suivi des changements des pratiques. Donc, c'est-à-dire à chaque changement de marché, essayer de finir l'ancien marché avant de passer au nouveau et essayer de suivre un petit peu les habitudes de prescription en faisant passer un message aux médecins d'utiliser d'abord les médicaments qui sont en dotation dans les services et pas de prescrire des choses hors dotation à tout bout de champ dès qu'ils changent et dès qu'ils arrivent dans le service. Voilà, donc c'est une étude macro qui était assez difficile à mener, hein, parce que du coup, ça faisait intervenir beaucoup de personnes. Le temps de recueil est assez important. On est encore en cours d'analyse des résultats qu'on pense pouvoir sortir à peu près à la mi-2025. C'est des études qui sont faites pour des typologies de services différents, hein. Dans chaque groupement des hospices, l'étude qui est en cours, on a essayé d'identifier différentes typologies de services, des réa, de la chirurgie, de l'obstétrique, du SSR, de la médecine, du longue durée, du courte durée, pour essayer d'avoir un panel de services différents. En plus, dans nos différents groupements, on a des fonctionnements différents de dispensation. Et donc, du coup, c'est important de bien décrire la méthode de dispensation. Comme je l'ai rappelé, est-ce que c'est une dispensation qui est manuelle ou robotisée? Est-ce qu'elle est globale ou nominative? Est-ce que les préparateurs vont dans les services ou pas? Et donc, la question, c'est un peu l'exhaustivité des MNU recueillis dans les services qui est difficile. Il faut réussir à embarquer avec nous les infirmiers, les sensibiliser sur ce sujet pour que l'étude puisse se faire confortablement dans les services. Ensuite, ben, les conséquences du gaspillage médical, en fait, du gaspillage médicamenteux, c'est un petit peu le sujet des ruptures d'approvisionnement, hein. On peut se dire que si on gaspille un peu moins, qu'on jette un peu moins de médicaments non utilisés, on aura peut-être une réduction de nos ruptures d'approvisionnement. On a également sûrement des ruptures qui entraînent forcément des ruptures de soins. Et bien sûr, le surcoût économique et l'impact carbone lié à ce gaspillage qui est important. Et pour ça, il nous faut des outils soit liés à la robotique et une robotique qui nous facilite le travail d'aller et venir des médicaments entre les services et les pharmacies. Et aussi des outils numériques qui nous permettent de suivre peut-être certains médicaments en termes de péremption, les médicaments onéreux par exemple. Ensuite, nécessité d'indicateurs de suivi pour essayer de suivre ces améliorations. Et donc, du coup, il faudrait essayer à trouver un moyen d'avoir une filière spécifique pour les médicaments non utilisés, à titre par exemple de gaspillimètre qu'on pourrait mettre à certains endroits pour essayer d'évaluer cette quantité et les détruire selon une filière propre. Voilà, je vous remercie. Je voulais remercier également toutes les équipes pharmaceutiques des groupements qui ont participé à cette étude.
Merci beaucoup et Évariste pour ce retour. Et voilà, exactement. Donc, déjà dans le chat, il y a un bravo, bel exposé de la part du docteur Glémé. C'est une bonne introduction, conclusion pour du coup introduire l'étude qui est proposée par le réseau Médit et le C2DS. Donc, on a répondu aux différentes questions dans le chat, hein, donc n'hésitez pas à interagir dans le chat et je vous le redis, par la suite, lever la main sur des questions plus opérationnelles sur l'étude. Donc, je vais maintenant reprendre la main et vous présenter plus spécifiquement l'étude qui s'appelle, attendez, je partage mon écran, qui s'appelle Médicaments à l'hôpital, combien et pourquoi on jette. Hop, c'est pas le bon écran. Donc cette étude, vous l'aurez compris un petit peu en présentation, et dans la même lignée que celle que Gaspimed proposait et réalisée actuellement sur le site des HCL. Cette étude donc qui est nationale, hein, nous on vous la décline en région, mais elle est proposée donc par le réseau Médit, donc l'échelon national des Omédites et le C2DS qui a du coup des acteurs dans tous les établissements de toute la France. Et donc, elle cible tous les établissements sanitaires et médico-sociaux. Le gaspillage médicamenteux, comme ça vient d'être évoqué, ne concerne pas que les MCO, mais bien toutes les filières de soins et tous les établissements de santé. Les objectifs sont similaires à ce qui vous a été présenté, hein, c'est évaluer quantitativement et qualitativement les déchets issus des médicaments, donc les DIMED, et surtout, je trouve le plus intéressant, c'est d'en identifier les causes d'élimination puisque derrière, on va essayer d'évaluer à la fois l'impact économique et calculer l'empreinte carbone liée à ces DIMED. Donc, il y aura différentes méthodologies de calcul d'impact économique. Il y a des méthodes qui sont efficaces et, entre guillemets, grossières ou globales, et des méthodes plus fines. Donc, en fonction du temps et des données, on pourra aller plus ou moins finement dans ces méthodes de calcul. Et les objectifs finaux, les objectifs in fine, sont d'identifier les actions de réduction des déchets. Et puis, au niveau du réseau Médit, on va essayer de construire et de proposer des profils en fonction des retours des établissements qui auront été faits tout au long de l'étude. J'ai vu passer dans le chat, on va y venir sur la méthodologie de l'étude, je vais vous la présenter. Sur la durée, on est parti sur une semaine en ce qui concerne l'étude du C2DS et du réseau Médit. Quels sont les médicaments, les DIMED qu'on va cibler? Ça, c'est vraiment un enjeu puisque derrière, alors Évariste vous l'a exposé aussi, l'idée c'est d'aller peser ces déchets parce que ça reste un indicatif, aussi grossier soit-il, ça reste un indicatif d'élimination. Donc, qui dit peser dit enjeu. Si je mets des flacons pleins, des flacons vides, si je mets tous les flacons même vides, mécaniquement, les poids vont fluctuer. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une méthodologie très explicite sur qu'est-ce qu'on compte et qu'est-ce qu'on ne compte pas. Donc, dans le hors-champ, il y a tout ce qui est stupéfiant qui a été mis à l'extérieur pour éviter les problématiques de recueil et de vous contraindre sur le fait de mettre ça dans des bacs dans les unités de soins. Donc, ça a été exclu, pas par manque de pertinence de l'analyser, mais plus par méthodologie de recueil, en tout cas physique, et la dangerosité de faire un espèce de double circuit d'élimination des stupéfiants pour un décompte. Pour le coup, on n'a pas voulu l'intégrer. Tout ce qui est cytotoxique, injectable, bon là ça vous l'aurez compris, on est sur un autre enjeu et on est sur une autre filière d'élimination. Tout ce qui est bouteilles de gaz médicinaux, médicaments en quarantaine suite à un retrait de l'eau ou autre. Alors ça avait fait débat. Tout le monde est rentré. Ça avait fait débat. On avait décidé de ne pas le mettre parce que ça rentre en ligne de compte sur les retraits de l'eau avec le fait de pouvoir remettre en circulation sur d'autres établissements. Donc, ça n'a pas été inclus dans le cadre de l'étude puisque sur une semaine donnée, c'est un peu biaisé de compter une erreur de commande sur une semaine donnée. Mais ça se discute. Mais pour le moment, nous, on vous a proposé de l'exclure et peut-être de le comptabiliser à part si jamais vous rentrez ce cas de figure-là.
Tout ce qui est notice de médicaments, emballage secondaire, emballage primaire vide, ça, on vous l'a exposé. C'est à éliminer dans les filières de tri classiques. Matériel, dispositifs médicaux à usage unique ayant servi à la préparation, avant administration et ou administration des médicaments intégrant des substances actives. Comme on est sur plutôt sur une étude sur le gaspillage, on n'est pas sur l'utilisation et le matériel utilisé pour l'administration des médicaments, donc on ne le compte pas. Les médicaments en essai clinique, normalement, ils ont une filière de décompte et une filière de tri à part. Donc, c'est pareil, on a décidé de ne pas l'inclure et tout le monde n'est pas concerné par les essais cliniques. Tout ce qui est matière première à usage pharmaceutique, donc les PrEP, ça c'est pareil, on ne l'a pas comptabilisé. Et médicaments radiopharmaceutiques parce qu'on est sur des filières d'élimination à part. Donc, il nous reste tout le reste. Les formes galéniques, Péros, toutes, allez-y, en veux-tu, en voilà. Du Péros, mais aussi des injectables, par exemple sur les stylos à insuline, les dispositifs transdermiques, les crèmes, les voies inhalées, les flacons d'anesthésie inhalée, etc. Tout ce qui est conditionnement entier ou partiel. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller compter, même si c'est un demi-comprimé, par exemple, lors de la distribution des médicaments, le demi-comprimé qu'on va jeter, parce qu'on n'a pas de déconditionneuse, parce qu'on ne prépare pas les demi-comprimés à l'avance, parce que toutes les causes sont bonnes. En tout cas, on les jette. Les injectables préparés à l'avance, même non utilisés. Alors, on vous a bien précisé le attention sans aiguille. Dans ces études-là, il y a vraiment une règle aussi à prendre en compte, c'est la protection dans le cadre du décompte et du recueil. Bien structurer sa filière de déchets qu'on recueille sur des poubelles à part, faire attention à ce qu'il n'y ait pas des piquants mis là-dedans. Donc, il y a vraiment une protection du personnel à prévoir en amont, sensibiliser en amont les équipes et protéger la personne là où les personnes qui feront les décomptes. Tous les médicaments, qu'ils soient identifiables en totalité, partiellement ou non identifiables, le non identifiable sera comptabilisé en non identifiable et donc on comptabilisera un volume de comprimés non identifiables. Tous les médicaments issus de la PDA, préparation des doses à administrer, hein, que si jamais ce n'est pas remis dans les stocks et que du coup c'est destiné à être détruit parce que non identifiable, parce que pas le temps de les compter, parce que pas le temps de les compter et au-delà de ça, un tel volume qu'on n'a pas la possibilité de vérifier la péremption à chaque unité et qu'on décide de le détruire, ça on va le compter. Les MDS, les médicaments dérivés du sang. Alors, les anticancéreux dans leur emballage primaire ou sur ou reconditionné, toujours pareil, une notion de protection des professionnels qui feront les décomptes. Quel que soit le lieu de stockage, ne pas oublier la filière froid, la filière frigo qui peut être source de déchets, hein, on le sait, un médicament oublié, le médicament sorti, remis à température ambiante, etc. Et puis, tout ce qui est médicaments au livret, hors livret, ça, Évariste vous en a parlé aussi, mais aussi ce qu'on appelle qu'est-ce qu'on appelle le MNU, médicament non utilisé, mais sous l'image du traitement personnel du patient. Donc le traitement personnel et ou les échantillons de labo pour les appels d'offres qui sont du coup reçus et puis en destruction par la suite. Donc voilà, bien s'approprier les 10 mètres ciblés. Si jamais il y a des choses qui vous semblent importantes en termes de gaspillage et qu'on a exclu, encore une fois, l'étude, elle est réalisée chez vous. Il faut que ça parle sur votre site. Du coup, n'hésitez pas à recenser et recueillir ces informations-là et nous les restituer dans des fichiers à part ou par retour de mail ou par message. L'important, c'est vraiment que ce soit représentatif de votre activité et sur votre site. Je pense que je vous ai bien mis, voilà, tout le détail des DIMED qui sont intégrés sont détaillés en page 2 de la méthodologie qui fait, entre guillemets, seulement 4 pages. Donc, n'hésitez pas à vraiment bien prendre connaissance de la méthodologie qui vous détaille, entre autres, tout le circuit qu'on vous propose. Donc, le circuit qu'on vous propose, il commence déjà par communiquer au sein de l'établissement, communiquer auprès de la direction de l'établissement. On vous propose dans l'étude, on vous propose une fiche d'adhésion de l'établissement. L'idée, c'est de ne pas se lancer dans l'étude sans avoir, comme vous l'a précisé Évariste, identifié votre filière d'élimination. Est-ce que vos déchets médicamenteux sont bien incinérés? C'est vraiment la pierre angulaire pour moi sur l'impact environnemental, c'est déjà de garantir que ces déchets médicamenteux, ces 10 mètres, soient bien incinérés. Une fois qu'on s'est assuré de ça, ça va être d'aller agir sur le gaspillage et d'aller agir en tout cas mesurer, quantifier et évaluer son gaspillage, ses causes d'élimination pour avoir des pistes d'action pour réduire tout ça.
Mais le premier enjeu, c'est vraiment la protection de l'environnement avec une destruction via incinération. Donc, il y a une fiche d'adhésion. Donc, on voit bien que s'il y a des modifications de pratique et ou une filière de déchets de 10 mètres à créer parce qu'ils ne sont pas incinérés, il faut absolument que les directions d'établissement soient dans la boucle et mesurent que les conséquences de ces études-là peuvent être financières avec la mise en place d'une filière d'élimination avec incinération. Donc, il faut vraiment avoir une adhésion de la direction avant de se lancer, selon moi, et surtout constituer une équipe de projet pluridisciplinaire. Évariste vous l'a dit, la qualité de ces études-là, elles sont quand même alors, plus ou moins longues si on fait le recueil comme nous, on vous le propose sur une semaine, ce qui peut être peu représentatif à l'échelle d'une année complète. Nous, au vu de l'exhaustivité du recueil, on ne voulait pas vous imposer un mois complet pour participer à l'étude. Après, pour la pertinence, Évariste vous l'a dit dans le partage d'expérience que plus on est sur un mois, plus on va être représentatif, on va pouvoir extrapoler sur une année. Pour autant, à minima, faire une semaine, et si vous pouvez aller plus loin, c'est pas mal, parce qu'une fois que vous avez sensibilisé les équipes, entre guillemets, on est lancé. Donc, on vous propose pour cette étude pendant une semaine un recueil entre le 27 novembre et le 9 février, parce que l'idée, du coup, c'est d'avoir une communication nationale et de regrouper en fait les volumes au niveau national, comme un peu l'action coup de poing des infirmières sur convergence infirmière. J'ai occulté le nom exact sur l'extrapolation en fait au niveau national de ce que ça peut représenter. Donc, c'est pour ça qu'il y a la date du 9 février. La méthodologie, les outils sont en libre accès. Donc, si vous n'avez pas la capacité de faire cette étude avant le 9 février, ça ne doit pas être bloquant pour vous. L'idée vraiment, c'est de sensibiliser un maximum d'établissements à les quantifier et agir sur son gaspillage médicamenteux. Donc, la date butoir pour l'étude nationale et pour notre institution, elle est uniquement pour la restitution et l'analyse nationale, mais elle ne doit pas vous empêcher de motiver des équipes à réaliser l'étude, quoi qu'il en soit. Donc, vous avez la fiche d'adhésion qui est proposée pour essayer de mobiliser à la fois la direction et puis peut-être les autres professionnels. On vous conseille très fortement d'avoir une équipe pluridisciplinaire parce que vous voyez que il faut vraiment avoir des acteurs dans les services qui soient sensibilisés au recueil, à bien faire au moment de l'étude sur une semaine, sur un mois, vraiment mettre tous ces déchets à part, jour comme nuit, bien identifier peut-être en amont avec les équipes dans les unités de soins. Je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, l'étape 3, c'est identifier les services volontaires. Hein. L'idée de l'étude, ce n'est pas forcément d'être représentatif de tout l'établissement, mais d'essayer d'avoir des services avec, donc vous pouvez comptabiliser en nombre de lits ou en nombre de patients, des services volontaires pour l'étude. Et avec ces services-là, vraiment qu'on identifie les moments, les sources de causes de déchets afin de ne pas passer à côté de certains recueils qui pourraient être, par exemple, s'il y a encore des piluliers préparés la nuit avec des demi-comprimés préparés en avance, en fait, il faut sensibiliser les équipes de nuit. L'idée vraiment, c'est d'anticiper au maximum pour avoir un recueil le plus exhaustif sur l'unité de soins volontaires, programmer la semaine de collecte, forcément, compléter le fichier de recueil. Donc, le fichier de recueil, je vais vous le présenter. Enfin, Cindy va vous faire une petite démonstration de remplissage pour vous le présenter un petit peu en live avec peut-être des fois les petites questions à se poser et comment le compléter. Il y a un volet qualitatif. L'idée étant de décrire si on fait de la gin, si on a un automate, si on n'a pas d'automate, si on est en dispensation hebdomadaire, le nombre de lits, le nombre de services, vraiment de présenter qualitativement l'étude et les filières d'approvisionnement. Pareil aussi sur le livret thérapeutique, hein, dans les pistes, Évariste vous en a parlé. Le livret, le hors-livret, plus le livret est restreint, moins on a de références, moins potentiellement on a de déchets dans l'hypothèse. Mais si on a des prescripteurs qui font beaucoup de hors-livret, peut-être que finalement on a plus de déchets in fine. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de recueillir toutes ces informations qualitatives en amont, pas se surcharger au moment du recueil. Donc ça, vous pouvez le compléter en amont. Informer les équipes, se préparer. Donc, vous avez des fiches dans le kit de l'étude, vous avez des flyers de communication et des fiches de sensibilisation, des affiches à la fois à coller éventuellement sur les dispositifs de recueil que vous mettriez dans les unités de soins et en PUI pour ceux qui sont volontaires et ou en amont pour sensibiliser à l'étude et essayer de promouvoir l'étude pour avoir une équipe pluridisciplinaire. Le jour de la collecte, hein, bien choisir ses DIMED, bien avoir organisé sa collecte.
Ensuite, je vous l'ai dit en préambule, là, vraiment le respect des conditions d'hygiène pour celui qui va mettre les mains dans ce dispositif de recueil et pour par la suite évaluer le fichier de recueil. Ne pas oublier la pesée finale et globale de ces déchets. Pardon. Et envoyer les résultats une fois que vous avez le fichier, pas hésiter à nous envoyer les résultats pour qu'on puisse nous, après concaténer en région, puis après au niveau national, toutes les données des établissements qui seront anonymisées. Tout sera anonymisé, rien ne sort de la région sans anonymisation globale. Donc vous avez une illustration du fichier de recueil, donc la partie qualitative et la partie quantitative de recueil. Bien avant de se lancer, prendre connaissance de la méthodologie. Elle fait 4 pages. Elle vous détaille le fichier de recueil et les petites macros à activer pour que ça fonctionne bien. Et puis les méthodes de remplissage. Dès que vous vous posez une question, on peut faire référence à ce petit guide méthodologique. Il est moins le quart. Cindy, je vais te laisser la parole et la démonstration pour le fichier de recueil, le fichier Excel de recueil. N'hésitez pas à poser vos questions. J'ai vu qu'il y avait eu des échanges dans le chat. Et encore une fois, à lever la main si vous voulez intervenir. Normalement, j'ai partagé le fichier. Oui, c'est bon. Donc, hier, je suis allée prélever le dessus de la poubelle de la pharmacie pour essayer de remplir le fichier. Donc, j'avais de l'eurobiol à inscrire dans le fichier. L'origine, c'était de la pharmacie, quantité UCD, le motif principal périmé. Et je pense que dans les commentaires éventuels, on peut mettre les informations, parce que par exemple, là, c'était un médicament reconditionné par la PUI. Du coup, ça raccourcissait la date de péremption plus courte à 1 an. J'ai rentré du Valproate, du Ganfort et du Néomercazole. Là, j'ai 50 carbolevures à rentrer. Donc, on tape le début du libellé du médicament. On fait entrer et ça nous propose un listing de toute une base, de toute la base des médicaments qui existent. Alors, j'ai pas assez tapé parce que je pense qu'il faut, pour se simplifier le remplissage, il faut taper le plus possible. Voilà, il n'y a que carbolevure qui sort. Je sais que c'est un retour de service de l'EHPAD, donc Est-ce origine du produit, service de soins est-ce que tu peux zoomer un médico-social. petit peu, Cindy, s'il te Ouais. plaît? Voilà. Donc tous les Donc, motifs pardon, excuse-moi, je me permets de te couper. Tous les ouais, motifs d'élimination, ce que vous présente Cindy, sont bien explicités dans le guide méthodologique, hein. Donc j'ai vu que tu en avais déjà mis quelques-uns. Peut-être n'hésite pas à redétailler la liste là où tu vas arriver. voilà. Donc là, c'est un retour de l'EHPAD. La quantité du CD, donc on est obligé de compter précisément. Là, j'ai 5 plaquettes de 10, donc je mets 50. À noter, par exemple, le Néomercazole, c'était un pot de 50. Honnêtement, j'ai pas ouvert le pot, j'ai pas compté les comprimés un par un. J'ai vu que c'était environ la moitié du pot, j'ai mis 25. Je pense qu'on n'est pas non plus à un comprimé près, parce qu'on voit que c'est quand même long. Là, par contre, c'est des plaquettes de 10, je vois que j'en ai 50. Le motif principal, donc c'est un menu déroulant. On retrouve les explications en haut. Donc là, c'est pas impérimé, il n'est pas altéré. Incomplet, c'est si c'est des multidoses, s'il est à moitié utilisé, si c'est des dispositifs à patient unique. Non administré non plus, c'est un retour de service, un MNU, un traitement personnel de patient, parce qu'on n'a pas le carbolevure au livret. Donc je choisis MNU. Il n'y a pas de motif détaillé, parce que le motif détaillé, c'est seulement pour les altérés et les non administrés. Des commentaires, j'en ai pas spécialement. Voilà, on jette parce que c'est un traitement personnel et que ça vient pas de la pharmacie. J'ai un autre exemple, j'ai une plaquette de Zoloft qui était au départ de 7 comprimés, il ne reste plus que 6, mais pareil, c'est un retour de traitement personnel. Donc là, on tape le début du libellé. Zoloft, j'ai 25 ou 50 mg, donc là j'ai 25. À noter que pour les génériques, par exemple le Valproate, il faut choisir le labo génériqueur. C'est encore un retour de service de soins. On différencie PUI, plateau technique pour tout ce qui est bloc, radio.
Donc là, moi, c'est encore de l'EHPAD. J'ai 6 comprimés et ça, c'est encore un MNU. Voilà, je sais pas si... Moi, je pense que comment savez-vous qu'un médicament éliminé vient d'un service ou c'est un médicament éliminé par erreur par la pharmacie? Euh, Cindy, je te laisse répondre ou Eh t'écoutes. ben, c'est tout l'enjeu. Là, quand je suis allée chercher, on va dire, le tas, j'en ai dessus de la poubelle, j'ai dû demander aux préparatrices d'où venait le retour. Mais parce que la semaine, on va les récolter et on va noter, je pense. Retour de l'EHPAD, retour d'un tel service, périmé de la pharmacie. Parce que là, quand on trie, en effet, c'est pas facile de savoir si on a jeté le Zoloft parce qu'il était périmé. Il faut retourner voir la date de péremption ou si c'était un retour de service, quoi. Donc le jour de la semaine en question, on va partir sur un contenant vide. Après, avoir l'organisation. Est-ce que ça sera fait au fur et à mesure? Est-ce que c'est fait à la fin de la journée? Tout ça, c'est une question d'organisation. Oui, c'est ce qu'on vous mettait bien en préambule, hein, c'est l'enjeu pour la réussite et en tout cas, j'allais dire ne pas complexifier encore plus l'étude, c'est vraiment d'avoir structuré la méthodologie, la fréquence de recueil des bacs. Donc pour la partie unité de soins, avoir identifié un ou des bacs, la zone de positionnement, qui fait le recueil. Donc dans les retours d'expérience sur les HCL, chaque site s'était organisé différemment. Soit le recueil était fait directement par l'unité de soins. S'ils sont motivés, en fait, dès qu'ils jettent, ils exposent sur un fichier à côté, fichier papier à côté, en disant j'ai éliminé parce que ça. Euh, Certains n'ont pas souhaité du tout à ce que ce soit directement le service qui le fasse, mais c'était fait par la suite par l'équipe projet qui récupérait le bac et qui faisait le décompte soi-même. La fréquence de ce décompte aussi, est-ce qu'on le fait quotidiennement? Est-ce qu'on le fait à la fin de la semaine? Est-ce qu'on le fait tous les 2 jours? Est-ce qu'il y a un passage régulier de sensibilisation? Tout ça, vraiment, c'est l'organisation sur la mise en œuvre pratique et c'est clairement à programmer le plus en amont possible. Parce Pour que juste... Ouais, peut-être que vas-y. là, à la pharmacie, il faut mettre 4 bacs et les déchets PUI, les déchets de services sanitaires, services EHPAD, des plateaux techniques, comme ça, déjà, ils seront déjà triés en 4 bacs. Donc Clément, est-ce que Monsieur Boisdin-Clément, est-ce que ce fichier devra être également rempli par les unités de soins? Autant à l'APUI, on peut avoir ce niveau de détail, mais ce sera plus complexe si l'APUI trie les poubelles des unités de soins. Alors le recueil, effectivement, en unité de soins, alors c'est un enjeu hein, d'avoir les informations liées aux médicaments qui sont jetés dans les unités de soins. Si vous ne voulez pas engager d'unité de soins et faire que le recueil au niveau de la PUI, vous pouvez aussi. Après, ce qui est difficile, c'est de dire que les 10 mètres sont uniquement générés par la PUI. C'est pour ça que je trouve que c'est pas mal d'intégrer quand même des unités de soins volontaires. Exactement, ça dépendra des unités de soins qui seront motivées. Et en fait, au niveau des unités de soins, après, vous pouvez organiser sur le recueil. Si pour moi, vous avez une unité de soins engagée, il faudra un ou deux déjà professionnels pour diffuser la bonne parole et faire un petit rappel régulièrement de bien jeter tout ce qui reste à la fin du chariot, à la fin de la journée, à la fin de la distrie, du midi, du matin, du midi, du soir, bien finalement peut-être faire le parcours et mettre le bac de recueil à la fin d'un parcours physique. Là, c'est vraiment à organiser et à anticiper avec les équipes pluridisciplinaires. Et pareil sur le recueil, je pense qu'il ne s'agit pas juste d'avoir le recueil, il y a l'aspect des comptes. Si ça peut se faire en binôme avec peut-être pas que la PUI qui compte, c'est peut-être pas mal qu'un représentant de l'unité de soins ou en tout cas un représentant du projet participe aussi à ces décomptes-là in fine. Euh, et pourriez-vous revenir brièvement sur les suites qui seront données à l'enquête? Donc, en ce qui nous concerne, sur l'enquête actuellement, si vous y participez jusqu'au 9, vous pouvez y participer jusqu'au 9 février. Le, le fichier sera, vous
pourrez envoyer le fichier donc à ARSARA au Medit, notre adresse mail que je vous renverrai, l'adresse mail de l'Omedit. On concaténera tous les fichiers au niveau régional plus au niveau national et on fera les décomptes, donc quantité, prix. Donc prix, on ira sur les prix ATIH, le PMP, prix moyen pondéré, calculé par l'enquête consommation médicaments annuelle de la TIH. Donc calcul de prix, quantification des volumes, donc de tous les fichiers, c'est vous qui aurez fait votre pesée. Donc massification des données, en fait, très clairement. Et calcul, donc là, c'est la partie des collègues du C2DS, normalement, le calcul des gaz à effet de serre émis. Et nous, on essaiera de proposer, selon la volumétrie des fichiers qu'on pourra recueillir, un peu des profils. Est-ce qu'on arrive à voir se dessiner des profils d'élimination en fonction des filières, automatisation, dispensation globale, dispensation nominative. Alors oui, voilà, donc ça c'est les résultats seront ceux-ci. Vous, dans tous les cas, vous avez votre propre fichier de recueil, donc l'aspect quantification, si vous voulez, travailler par vous-même, faire la suite, le prix, vous pouvez le faire rattacher à votre fichier, faire le calcul du prix. On vous proposera une méthode de calcul, on va dire, grossière sur l'élimination des gaz à effet de serre, mais je pense qu'on fera, si vous en êtes d'accord, un webinaire de clôture aux alentours de février pour avoir une synthèse régionale, présenter les données régionales et voir un petit peu après collectivement ce qu'on peut faire de ces données, nous, à l'échelle de la région. Donc, on fera une suite vraiment de ce travail-là. Et effectivement, vous aurez accès à vos propres résultats à partir du fichier. Oui, on ne va pas déposséder les établissements de leur travail. Ce n'est pas du tout l'objectif, bien au contraire. Donc, on reste, nous, à dispo tout au long de l'étude. Si vous avez des questions, il faut soit nous écrire, soit nous appeler pour qu'on puisse vous accompagner, soit en soutien méthodologique si vous vous posez des questions sur qu'est-ce que je peux faire, je suis coincée, j'ai ça, je ne sais pas quoi faire. On reste à votre disposition pour répondre aux questions. Anne-Lise, je vous ai réactivé Ouais, votre merci micro. Karine. Voilà. Ouais, c'était juste par rapport à un petit commentaire que j'ai mis dans le chat. Je me disais que ça pouvait être peut-être l'occasion, en dehors bien Les sûr de patients. sensibiliser les soignants, de sensibiliser peut-être les patients Oui. avec des messages peut-être non culpabilisants, hein, bien sûr, mais peut-être voilà dire que finalement on est tous concernés par la juste élimination des médicaments. Je ne sais pas sous quelle formulation et si ça rajoute pas une couche supplémentaire à ce que vous faites, mais dans la mesure où vous allez quand même commencer à avoir cette action, ou peut-être c'est justement dans un second temps qu'il faudra le prévoir. Mais je trouve comme il y a quand même cette action d'ampleur qui est menée, ça vaut peut-être la peine d'informer les patients aussi sur ces sujets-là. Alors, c'est une très bonne suggestion. Il me semble que dans les affiches de communication qui sont dans l'étude, alors je ne les ai pas redétaillées précisément, mais j'avais en tête qu'il y en avait une qui était une sensibilisation qui pouvait parler à tout le monde. D'accord. Mécaniquement qui sensibilise au tri des déchets pour les professionnels de soins, mais clairement qui était à la portée des patients et des usagers. Après avoir le message qu'on veut faire passer, moi je suis très adepte de ça, mais c'est vrai que dans le cadre de l'étude, je pense qu'il faut garder une communication ciblée sur la quantification des déchets et peut-être effectivement en parallèle sensibiliser les agents. Mais finalement, si on profite de l'étude de quantification pour modifier les pratiques et que finalement on fasse repartir tous les MNU, tous les traitements personnels auprès du résident, on va déjà finalement faire des pistes d'action de maîtrise du gaspillage au moment du recueil quantitatif de l'étude. Je ne vais pas dire que c'est dommage, l'objectif étant de limiter notre gaspillage, mais voilà, je pense que Mm. c'est pour ça que j'aurais tendance la sensibilisation. D'après moi, les affiches de communication sur l'étude, il me semble qu'il y en a une qui est une affiche de sensibilisation sur le tri des déchets médicamenteux et qui peut aussi bien s'adresser aux professionnels qu'aux patients. Mais Ou alors, tu vois, une affiche Mm, sur penser à rapporter votre médicament, enfin, s'ils ouais. sont venus avec leur médicament personnel, qu'ils repartent avec leur boîte, quoi, qu'ils ne l'oublient pas. Ouais, alors Mais
Je pense que c'est dans les pistes d'action en février. On pourra se faire le brainstorming du retour de l'étude. Et pour moi, je pense que c'est une bonne campagne de sensibilisation en post-étude, en post-quantité, en post. Voilà, non, c'est pour ça que Ouais, je disais que c'est peut-être pas le bon ouais, moment de le faire, mais en tout cas, faut vraiment pas négliger cette piste pour qu'on puisse avancer avec les patients. tout à fait. Merci. Avec plaisir, Annelise. Il y a une question dans le chat, Madame Chambert-Soline. Le rendre un MNU d'un traitement personnel qui a été arrêté en hospitalisation et non reconduit doit-il être gardé plutôt que rendu? Alors là, ça s'appelle la maîtrise des risques. Pour moi, il ne doit pas être rendu, surtout s'il n'est pas avalé, remplacé par une autre molécule pour limiter le risque d'un surdosage, que le patient reprenne une molécule ne le retrouvant pas, etc. Si on ne lui a pas expliqué son modification, pour moi, il doit être séquestré celui-là. C'est pour ça que le traitement personnel du patient en déchets à zéro, mécaniquement, à l'issue d'une hospitalisation, s'il y a des traitements qui sont changés, il y a des traitements personnels qui, pour moi, selon moi, ne doivent pas être restitués et donc doivent être détruits et mécaniquement constituent des déchets au niveau de l'hôpital. Mais ils sont entre guillemets à juste titre puisque c'est inhérent aux soins. Modification d'une molécule inhérent aux soins et ne devant pas être reconduite. Donc pour moi, ça ne doit pas être restitué. C'est pour ça que le traitement personnel, on voit bien que le traitement personnel du patient, c'est un réel travail, c'est un réel sujet sur la continuité, lui restituer pour éviter de gaspiller et de détruire, surtout s'il est poursuivi. Mais finalement, l'arrêter, si c'est une histoire de livret thérapeutique, parce qu'à l'hôpital, on lui a prescrit celui-là qui est au livret et il ressort avec celui qui est au livret de l'hôpital, alors que finalement, il n'y a pas d'enjeu à garder celui du livret, mais plutôt qu'il conserve le sien. On voit bien que l'adéquation du livret thérapeutique avec le traitement personnel du patient, il y a un enjeu santé, sécurité, mais il y a aussi un enjeu sur le gaspillage et la continuité des soins avec le traitement en ville. Normalement réglementaire, nous ne devons pas réintégrer le traitement personnel dans nos stocks de PUI. Tout à fait. Le traitement personnel, de toute façon inhérent à la ville, ne peut pas et ne doit pas être réintégré dans nos stocks. Savez-vous si des établissements ont déjà travaillé sur ce sujet pour éviter de les jeter? Je pense que Évariste, c'était ce que tu évoquais. Finalement, c'est les enjeux autour du traitement personnel. Oui, tout à fait. Il y a Pour moi, des c'est... enjeux, il y a des enjeux au niveau européen sur ce sujet, Mm. notamment le Pays-Bas et l'Allemagne qui est en train de travailler sur ce sujet pour les anticancéreux pour pouvoir réutiliser les traitements des patients qui arrêtent leur traitement en cours de route. Parce qu'il y a vraiment un gain économique derrière, mais aussi un gain écologique. Et donc, du coup, on échange régulièrement, nous, en tant que pharmaciens des hospices, sur ce sujet pour essayer de voir comment on pourrait modifier la réglementation sur ce sujet. Faut partir sur un article 51. Possiblement un jour, ouais, pourquoi pas. Euh, Voilà, sur le programme du webinaire, nous avons... Ah, super, Bertrand Favier nous dit Unicancer est partie prenante à ce projet. Sur un article 51 sur les traitements personnels, c'est sûr que je pense qu'on a un sacré enjeu à investiguer la possibilité d'harmoniser et fluidifier ces circuits ville-hôpital, surtout sur ces traitements-là à fort enjeu financier et sanitaire. Sur le webinaire, nous vous avons restitué tout notre programme. On a essayé de répondre à peu près à toutes les questions dans le chat. Tout est téléchargeable. Donc, normalement, dans le lien qu'on vous a envoyé, vous avez le lien de téléchargement qui est positionné sur le site de l'Omedit Île-de-France. Vous avez la méthodologie, le fichier de recueil, les deux éléments indispensables, les affiches de sensibilisation et de communication, et puis, selon votre souhait, la fiche de participation et d'adhésion en lien avec les directions, pour sensibiliser les directions à se mobiliser là-dessus. L'Omedit Auvergne-Rhône-Alpes donc reste à votre disposition tout au long de l'étude. À la moindre question, si vous avez le moindre doute, on est présent, tant en appui sur le recueil, si vous avez des questions méthodologiques sur le recueil, comme sur le déploiement, si vous avez
besoin d'un échange sur la méthodologie de déploiement, n'hésitez pas. Et pensez à nous faire la restitution. Donc, je pense qu'une fois par mois, je ferai vivre du coup votre participation et ceux qui se sont inscrits, intéressés pour le sujet, avec un petit mail de relance. Où en êtes-vous? Et pour essayer de voir en fait qui se lance dans le projet pour nous permettre d'avoir une massification, puisque vous avez compris que derrière nous, on aura un bon petit boulot d'analyse, de recueil de vos fichiers par la suite pour essayer de vous produire aussi des résultats à la fois personnalisés et des profils les plus fins possibles pour essayer vraiment d'aller dans le détail des pistes d'amélioration et des perspectives à trouver sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas. Y a-t-il un moyen d'avoir un délai supplémentaire pour remonter les résultats? C'est ce que je disais. Nous, au niveau régional, dans tous les cas, l'étude, on la prolongera au niveau régional. C'est la date du 9 février, c'est la date sur le recueil national. Donc, ça veut dire que vos résultats ne seront pas intégrés dans les résultats nationaux. Mais en fait, nous, en région, on va continuer cette dynamique sur ce sujet. Donc, il ne faut pas hésiter à promouvoir. Prévenez-nous si vous voulez vous lancer et qu'en fait, en termes de recul, le 9 février, je sais très bien que c'est demain. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit mail pour nous dire, en fait, nous, on est partant, mais ce sera plutôt en mars, en avril, pour que nous, on puisse se projeter en région sur la pertinence de faire un webinaire de restitution, quand, etc. Super, merci. Merci pour vos retours. Je vois que dans le chat, vous nous faites des retours positifs sur ces projets-là. Donc, voilà, on se tient à votre disposition. N'hésitez pas. Il est 12h05. Si vous n'avez plus de questions, il me reste à vous souhaiter un bon appétit. Bon courage pour cette étude. J'espère qu'on vous a convaincu ou motivé pour essayer d'y participer. On ne vous a pas masqué les difficultés, on ne vous a pas édulcoré le projet, mais par contre, je pense que la finalité, elle est vraiment importante. Donc, bon courage et on est là. Bon appétit. Merci pour votre participation. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.